bonsoir à tous. Il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. De 6 arrestations en 2013 à plus de 900 rien qu'en décembre 2024, l'évolution du marché des drogues de synthèse inquiète plus d'un. Quelles sont ces drogues et de quoi sont-elles faites? Nous avons parlé aux experts. Quelles sont les implications légales de l'écoute téléphonique sans autorisation? Les réponses dans ce journal. On aura comme invité le docteur Didier Samfat, spécialiste en cybersécurité. Comment exploiter l'écosystème pour améliorer les moyens de production? C'est la mission de Terre d'agroécologie qui forme aussi des planteurs aux techniques durables. Les droits de douane imposés sur l'huile comestible à l'importateur Agilis est une infraction au traité du marché commun, le COMESA. Jugement rendu à Maurice par la Cour de justice de ce bloc régional. Le mercure a atteint des records en janvier 2025. C'était le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Damodar Dessia, vous êtes Senior Engineer System Control au Central Electricity Board. Le CEB démarre ce jeudi une campagne nationale sur l'économie d'énergie. Vous êtes en direct de la salle de contrôle du CEB à Cure-Pipe. Bonsoir, dites-nous comment cela va se passer pendant cette demi-heure. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs de la MBC. Effectivement, nous sommes dans le centre de contrôle du CEB. L'équipe même du CEB, la Côte nous gère et nous contrôle courant entier Maurice. Et le ministère, le IMO et le CEB, ils lancent une campagne de sensibilisation pour expliquer au monde comment capable économiser courant. Là, actuellement, nous trouvons nos demandes en temps réel, les environ 554,8 MW à 19h30. Et nous pouvons lancer un appel au public pour être capable de l'équipement qui soit servi, mais tout est à une température 24 à 25 degrés et être capable même de la lumière qui peut être servie dans la chambre. Et ça peut avoir un impact direct, l'eau, nous graphes qui nous trouver ici, et nous pouvons revenir dans un petit moment et nous voyons d'un coup, ça m'a mesure que je prends là, comment ça peut affecter et comment impacter nos graphes en réel. Voilà, et nous avons un petit moment. Merci Damodar Dessia. On vous retrouvera, comme vous l'avez dit, plus tard dans cette édition. Également dans l'actualité, l'homme d'affaires Rakesh Guljory a été arrêté cet après-midi à sa descente d'avion à l'aéroport SSA à Plaisance. Il a été ensuite conduit au siège de la Financial Crimes Commission à Réduit pour être interrogé. Selon nos informations, son interrogatoire porte sur un cas de blanchiment d'argent. Rakesh Guljory répond d'une accusation provisoire de conspiracy to commit money laundering. Il fait l'objet d'une enquête entourant des prêts toxiques auprès de l'ex-MPCB, désormais connu comme la Mobank. Le montant s'élèverait à plus d'1,2 milliard de roupies. Rakesh Guljory est représenté par maître Siddhartha Awaldor. 4 policiers de la Divisional Crime Intelligence Unit ont été arrêtés ce matin. Une charge de Public Official Using Office for Gratification pèse contre eux. Ils auraient illégalement perquisitionné le domicile d'un éleveur en juillet dernier et auraient emporté une somme d'1,6 million de roupies. Ces policiers passeront la nuit en cellule policière avant leur comparution en cours demain. Un 5e policier impliqué a quitté le pays hier soir. Le point avec Kavin Tapessa. La Divisional Crime Intelligence Unit au centre d'une controverse. 5 officiers de police de cette unité sont accusés d'extorsion par Iqbal Ramchurn, un éleveur de fond du sac. Selon sa version, le 15 juillet 2024, une équipe de la DICU aurait effectué une perquisition illégale à son domicile et aurait emporté une somme de 1,6 million de roupies. FCC pour une parade d'identification à positif. La descente policière aurait été menée par le sergent Paramasivan Arnasala. Ce dernier a quitté le pays pour l'Inde dans la soirée d'hier. Il y a un policier qui n'est pas au pays et on a l'information qu'il va retourner. Et quand il sera de retour, on va bien sûr le convoquer.
Les autres membres de la DICU qui auraient fait partie de cette affaire alléguée d'extorsion, à savoir le sergent Avinash Mahadeo et les constables Nilesh Suklal, Satyananda Pillai Anamale et Hitesh Siborot, se sont présentés à la Financial Crimes Commission, accompagnés de leur homme de loi, maître Abdallah Omir. Après leur interrogatoire, les 4 policiers ont été placés en état d'arrestation. Je vous le disais au sommaire, les Mauriciens ne décolèrent pas après les révélations faites mardi au Parlement concernant les écoutes téléphoniques. Pas moins de 5 milliards de roupies ont été déboursés par l'ancien régime pour espionner tous les citoyens. On décode tout cela avec Anjou Ramgoulam. Si les Mostas Leaks laissaient à penser que seuls les opposants politiques, avocats, magistrats ou journalistes étaient ciblés, nous apprenions au Parlement mardi que les écoutes téléphoniques concernaient tous les citoyens. Mais il n'y a pas que les appels, car même vos messages, vos mails, les photos envoyées, y compris par WhatsApp, pouvaient être interceptés, commentés et admirés par des inconnus. Depuis qu'ils ont appris qu'ils étaient espionnés, internautes et citoyens ne décolèrent pas. Bon, c'est vraiment choquant ce qu'ils nous tendaient et nous pas en sécurité. Bon, on va bien nous penser que nous pas en sécurité. Je trouve ça vraiment choquant, nous étonnés quand nous entendons ça. Vraiment, il y a un amertume de la part de la population. Le montant déboursé par l'ancien gouvernement, selon les chiffres révélés au Parlement mardi, pas moins de 110 millions de dollars, soit 5 milliards de roupies. De quoi remplir 250 000 caddies de 20 000 roupies chacun. Mais comment s'y prenaient ces Madame Zanlui 2.0 Pro Max, en utilisant la technique dite de man in the middle? En gros, vous passez un appel ou envoyez un mail ou une photo, vous envoyez des messages, le logiciel espion les intercepte au milieu avant qu'ils n'arrivent sur votre téléphone. Les données sont ensuite stockées et peuvent refaire surface, comme ce fut le cas pour les Mostas Leaks. N'empêche, espionner des citoyens, le public, sans raison, sans les autorisations judiciaires requises, n'est-ce pas là une infraction sérieuse aux lois régissant la protection des données, par exemple? Les coupables seront-ils punis? Devront-ils faire face à la justice? Atan nous guetter. Maintenant, quelles sont les implications légales de l'écoute téléphonique sans autorisation? Ces appels peuvent-ils être utilisés comme preuve en cours? Les explications dans ce reportage d'Annabelle Volbert. Intercepter des appels téléphoniques sans autorisation constitue une infraction grave, car cela porte atteinte à des principes fondamentaux de la Constitution. Cependant, il existe 2 exceptions. Les données, par exemple, à un opérateur télécom, c'est intercepté quand je crois, il y a un message qui peut passer, et qu'on freine la moralité publique, défense nationale, l'intérêt de l'État. Là, je suis capable d'intercepter ce message-là, mais avec la condition sur ICTA qui vient pour en lire, ce message-là amène ICTA. L'écoute téléphonique est également exceptionnellement autorisée dans le cadre d'enquêtes criminelles sous certaines conditions strictes. La police, là, d'ici, il n'est pas libre, perdu. Il est besoin devant un juge en chambre, gérant l'affidavit. Il dit là, qui fait la police peut besoin intercepter ce message-là en mettant ce téléphone-là sur écoute. Juge qui peut trancher. Et ça, l'autre qui dit là, pour Tunisie 60 jours. Si ces principes ne sont pas respectés, les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires. Toutefois, l'admissibilité de ces preuves en cours dépend de plusieurs facteurs. Sur recevabilité, pour dépendre de ce qui la poursuite pour expliquer qui manière il finit ça. Si la poursuite établie à la satisfaction du juge qui finit ça d'une façon légale, même si ça a de l'exception là pas jouer, mais pareil que n'importe quelle information que la police a ramassée, il prend toutes les précautions qui besoin d'après la loi pour montrer qu'il finit recevoir d'une façon objective sans qu'il n'y ait aucune intention pour nuire à quelqu'un. L'interception illégale d'appels téléphoniques est passible de sanctions telles que des amendes ou une peine d'emprisonnement. On accueille en studio le docteur Didier Samfat, spécialiste en cybersécurité. Didier Samfat, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, vous étiez le président du National Cybersecurity Committee qui avait pour attribution de mettre en œuvre la politique du pays relative à la cybersécurité.
Est-ce que ce comité avait réalisé, dans le cadre de son mandat, un audit de cybersécurité des infrastructures du pays, justement? Alors, suivant la loi du Cybercrime Act de 2021, effectivement, il a fallu créer un National Cybersecurity Committee. Mais moi, personnellement, j'ai été nommé qu'à partir de février 2024. L'ancien président, malheureusement, pour des raisons familiales, a été absent pendant un an et demi. Donc, quand j'ai repris l'affaire, donc nous avons retravaillé avec les membres du comité. Donc, il y a un peu tout le monde. Il y a la police, il y a le Data Protection Officer, le Cybercrime Unit, il y a même le ICT Authority. Et dans la loi, il est dit que les autorités responsables, par exemple du transport, des télécoms, etc., doivent effectuer un audit de cybersécurité et donner une copie au comité. Le comité, de par la loi, doit se rencontrer au minimum une fois tous les 2 mois. Donc, on n'a pas les ressources nécessaires, financières, ni manpower pour réaliser de tels audits. Et j'avais eu beaucoup de problèmes à l'époque à faire avancer les choses, puisque dans le dernier Minister Meeting, il y avait beaucoup de contributions. Hein. Il y a des gens de la Bank of Mauritius, il y a l'avocate du DPO Office. On avait dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait changer, parce qu'il y avait beaucoup de liability. Donc, on avait demandé justement, notamment à l'ICT Authority, de nous envoyer une copie des rapports. En passant, le représentant de la ICT Authority ne venait jamais à ces comités. Donc, c'était très difficile pour nous d'exiger un audit et d'avoir au moins une copie du rapport. Donc, j'ai même ressenti ça comme une censure de la part de la personne qui prenait les notes of meeting. D'ailleurs, à l'époque, j'ai encore une copie du email. J'ai envoyé un email, dit, écoutez, je vous ai dit expressément de noter tout ça. Malheureusement, dans le draft notes of meeting, il n'y avait pas ce qu'on avait chose. Donc, ça ne marchait pas. Donc, le système mis en place ne marchait pas. Et j'avais envoyé des courriers officiels à ce sujet. Et on comprend bien qu'il existe des moyens de sauvegarder les données, l'interception par une tierce personne ou organisation. Est-ce que c'est possible? Alors, il y a 2 choses. Dans le cas des écoutes téléphoniques, c'est un système que tous les gouvernements du monde, y compris Maurice, quand je travaillais à Maurice, c'était comme ça existait, mais c'est bien encadré par la loi, comme on a fait ressortir dans le cas de la vidéo précédente. Il faut d'abord l'autorisation d'un juge, et puis et c'est là que les 2 opérateurs télécoms permettent ce genre. Donc, comment ça marche? Quand il s'agit des téléphones mobiles, de voix ou des téléphones fixes, donc, on a ce qu'on appelle une passerelle, un lien entre le QG de la police et le cœur de réseau des opérateurs. Et lorsqu'on reçoit cet ordre du juge, c'est là qu'on commence à surveiller XYZ. Dans le cas présent, c'est pire que ça. C'est pas seulement, d'ailleurs, les communications de M. Moustache, quand j'avais écouté, ça ne m'a pas étonné, puisque c'est des systèmes qui sont là depuis longtemps. Mais par contre, ce que le Premier ministre a annoncé, c'est que ça va au-delà de la simple écoute de téléphone mobile ou de téléphone fixe. Il y a des interceptions de emails, de WhatsApp, etc., etc. Et ça demande des équipements beaucoup plus sophistiqués. Bon, WhatsApp est un logiciel qui supposément assure le chiffrement, mais pour pouvoir pirater ce genre de choses-là, pour pouvoir avoir accès à ces communications, il faut carrément pirater le téléphone. Donc, j'espère que les experts internationaux viendront ajouter la lumière dessus, parce que si un gouvernement commence à pirater les téléphones de ses concitoyens, là, c'est extrêmement grave. Et on entend beaucoup parler de Pegasus, par exemple. Le comité était-il en présence d'informations sur l'utilisation de ce logiciel? D'autres logiciels non plus? Pas du tout. D'ailleurs, un audit si l'ICT Authority avait fait son travail comme il faut et de faire l'audit de cybersécurité des opérateurs télécoms, on aurait pu au moins avoir un bon audit par des professionnels et on aurait pu déjà avoir une chose. Mais Pegasus, oui, je crois que le Premier ministre a mentionné PETSOL, c'est 2 systèmes de surveillance qui sont de la même famille. Et Pegasus, on a beaucoup parlé dans la presse parce qu'avec un simple miss call, vous pouvez hacker un téléphone. Donc c'était un hack qui utilisait un hacking du technique protocole de signalisation SS7 des opérateurs et qui permettait de prendre le contrôle du téléphone mobile. Donc non, on n'était pas du tout au courant de ça. Et est-ce qu'un pays peut avoir un système de surveillance verrouillé de son cyberespace? Oui, tout à fait. Alors, il faut vraiment revoir les lois de ICT, Cybercrime, remettre à plat et retravailler tout ça. Alors, comment faire? Actuellement, ce qui se passe, c'est que les opérateurs, de par la loi actuelle, sont obligés d'ouvrir leur réseau pour mettre un lien pour permettre à la police de faire écouter. Donc,
Première chose, ce que je préconise, il y a plusieurs solutions, mais pour rassurer le public et pour mettre un bon mécanisme de surveillance, il faut de la ségrégation des tâches, comme on appelle en cybersécurité. Premièrement, il faut qu'il y ait l'autorisation du juge. Deuxièmement, que les opérateurs n'ouvrent cette passerelle pour des numéros spécifiques qu'après avoir eu une copie du juge et pas laisser un lien fibre optique ouvert ad vitam où les gens peuvent faire des choses. Deuxièmement, ces écoutes téléphoniques doivent être faites uniquement par la police. Okay? Ce que je préconise aussi, c'est comme vous savez, les missiles nucléaires, ce n'est pas une seule personne avec une clé qui appuie, il faut, on dirait, 2 logins, mots de passe pour pouvoir activer ça. Donc si on met des mécanismes techniques de ce genre, et si on vient renforcer la loi, c'est-à-dire que si quelqu'un contrevient dessus, à ce moment-là, il y a des fortes pénalités. Je pense que ça devrait rassurer le public. Mais il y a 2 choses à faire, c'est premièrement, revoir la loi, rajouter des peines pour des interceptions illégales très lourdes, et deuxièmement, des mécanismes techniques, tout ça en toute transparence pour rassurer le public mauricien. Didier Samfat, merci pour toutes ces précisions. Charles Cartier n'est plus le Chief Executive Officer de la compagnie d'aviation nationale. Il n'a pas été réélu lors de la réunion annuelle des actionnaires au Payanqueux-Côte cet après-midi à Port-Louis. Le conseil d'administration a décidé de mettre en place un comité de gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau CEO. Nous écoutons le président du conseil d'administration d'Air Mauritius. On y reviendra dans quelques instants. Pour tout de suite, on prend la direction de Chamouni, dans le sud, pour découvrir les techniques d'agroécologie. Dans ce type de culture, on se prépare à faire face aux risques liés à la sécheresse. L'association Terre d'agroécologie, qui a adopté ces techniques, forme également des planteurs. C'est un reportage de Nitoucha Djia. L'eau, c'est un défi pour l'agriculture ces jours-ci. Ici à Chamouni, même si on est en période de sécheresse, l'eau ne se fait pas rare. Les forêts sont un véritable vecteur de transport de l'eau et avant la période de sécheresse, il faut aussi prévoir des mesures pour faire face à cette situation. Toutes les pratiques qui sont en prévention, ça va être par exemple de connaître son sol, savoir si on a un sol qui est plutôt sableux, du coup qui va beaucoup drainer l'eau, ou un sol plutôt argileux qui va retenir l'eau. En fonction de la pente, de la quantité d'eau qu'on a, on peut organiser le terrain, on peut faire des drains, des bassins, des choses comme ça pour retenir l'eau. Du coup, stocker l'eau pour les périodes de sécheresse. On va aussi avoir le choix des cultures, qui est important. Donc on va choisir des cultures qui sont adaptées localement et qui sont rustiques. On va utiliser plutôt des gouttes à gouttes. Ça veut dire que c'est des tuyaux percés et la goutte d'eau va vraiment tomber dans le sol et va être directement accessible par la plante. Sur un quart d'arpent, il est possible de cultiver bio, tout en assurant un stock suffisant d'eau. Il suffit d'adopter certaines techniques simples. Compostage, c'est nous servir toute bonne matière organique qui nous gagne dans l'environnement ici autour du domaine. Ça, c'est compost que nous faisons ici même comme ça. Et ça, c'est la base agroécologie au fait. Compost, il y a plusieurs bienfaits comme ça. Mais pour autant, comme si pour de l'eau, par exemple, scientifiquement, il est prouvé que compost utilise 3 fois plus de l'eau qu'en la terre normale. Comme si. C'est-à-dire que compost de la terre utilise plus de l'eau au fait. L'Académie des terres d'agroécologie a déjà formé à ce jour 200 planteurs aux techniques durables pour la culture vivrière. Cela comprend aussi une gestion durable de l'eau. L'agroécologie, c'est des leviers, c'est-à-dire que ça n'est pas vraiment codifié en disant ça c'est l'agroécologie, ça n'en est pas, c'est plutôt des pratiques comme vous avez pu voir le paillage, la manière de gérer l'eau, le choix des plantes. Des piliers importants, c'est la formation. Avec notre académie, on a un programme long qui fait 28 jours, puis on a aussi des formations courtes qui peuvent faire une journée ou plusieurs journées spécifiques sur tel ou tel aspect. On est partenaire d'un projet qui s'appelle Aptae OI et qui est un projet de coopération régionale avec la Chambre d'agriculture de Maurice, le CIRAD à La Réunion, financé par l'Union européenne. Et dans ce projet, on est particulièrement responsable, Terre d'agroécologie, de faire 10 capsules qui vont justement recueillir l'ensemble des pratiques agroécologiques dans la zone océan Indien, ce qui nous a permis justement d'aller tourner sur différents territoires. Et une partie aujourd'hui qui vous est partagée à travers ce témoignage qui est sur la gestion de l'eau spécifiquement. Alors que le pays fait face à une période de sécheresse pour ses agronomes, plus la forêt est dense, plus elle participe au cycle de l'eau. Diminuer l'état boisé, c'est favoriser la sécheresse.
Je vous le disais donc, Charles Cartier n'est plus le Chief Executive Officer de la compagnie d'aviation nationale. Le conseil d'administration a décidé de mettre en place un comité de gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau CEO. On écoute le président du conseil d'administration d'Air Mauritius, Kisho Bigou, au micro de Soumira Oukbarali. Suite à la non-réélection de M. Cartier, Charles Cartier, comme directeur sur le Board of Directors de Air Mauritius Limited, qui s'est tenu aujourd'hui, le Annual Meeting of Shareholders, le 6 février, M. Cartier, ipso facto, cesse d'être le Chief Executive Officer de la compagnie avec effet immédiat. En attendant le appointment d'un nouveau Chief Executive Officer, le Board de direction d'Air Mauritius a appointé un Managing Committee avec des pouvoirs exécutifs qui comprend moi-même, Kisho Bigou, le chairman, M. Suresh Sibalak, directeur, et M. Apal Sami Dastoma, directeur. Le board a donné au Managing Committee le pouvoir de coopter une personne dans le senior management qui a les compétences nécessaires quand on en aura besoin. 19h52, on prend une fois de plus la direction de la salle de contrôle du CEB à Cœur-Pipe d'Amoda Odossia. Vous avez donné des consignes au début du journal. Est-ce que vous avez l'impression que les Mauriciens peuvent suivre ces consignes-là et est-ce qu'ils trouvent qu'il y a une différence? Effectivement, il y a quelques minutes, nous donnons une consigne au public pour rendre sa campagne qui CEB ministère et qui est lancée aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'économie courante. Et nous trouvons une réponse très positive jusqu'à l'heure de la population. Vous trouvez le graphe là. La demande commence à stabiliser. Hier, par exemple, la demande est environ 5 MW plus fort que ce qui était aujourd'hui. Depuis que nous lançons ce message-là au public en général, nous trouvons une tendance qui la demande stabilisée depuis 19h30. Donc nous pouvons dire à la population un grand merci pour ça. Je continue à faire cette mesure, je continue à prendre une mesure qui nous dit de prendre, c'est-à-dire tellement la lumière qui ne peut pas servir dans la chambre, dans le salon ou bien dans le garage. Et je toujours mettre cette aircon à une température 24-25 degrés. Et je suis capable, même tellement d'équipement qui est stand-by, qui ne peut pas servir, déconnecter ce équipement-là, ça peut baisser encore et nous pouvons trouver encore plus ce graphe-là. Merci Damoda Voilà, Odossia. c'est On bon, vous merci. retrouvera vers la fin de cette édition. Les Mauriciens, je vous le rappelle, donc, ont jusqu'à 20h pour y participer en masse. Parlons justement du réchauffement climatique. Janvier 2025 a été le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré dans le monde, avec une température moyenne de 13,23 degrés. Janvier 2025 a dépassé de 1,75 degrés le niveau pré-industriel, selon l'Observatoire européen Copernicus, place au récit de Migan Ponapanaiken. Les scientifiques espéraient une stabilisation, mais elle n'a pas eu lieu. Janvier 2025 a été le mois de janvier le plus chaud jamais mesuré dans le monde selon l'Observatoire européen Copernicus. Il poursuit les températures records observées au cours des 2 dernières années, cela malgré le développement du phénomène La Nina dans le Pacifique et son effet de refroidissement temporaire sur les températures mondiales. Selon le bulletin mensuel publié ce jeudi, avec une température moyenne de 13 degrés Celsius, janvier 2025 a dépassé de plus d'1 degré le niveau pré-industriel. Les températures mondiales dont la hausse a alimenté sécheresse, canicule ou inondations dévastatrices sont fortement dépendantes de celles des mers. Or, les températures à la surface des océans, régulateurs primordiaux du climat qui couvrent plus de 70% du globe, se maintiennent à des niveaux jamais vus avant avril 2023. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a reçu ce jeudi 2 candidats au poste de président et de vice-président de la Commission de l'Union africaine. Les deux ont exposé leur vision de l'Afrique au chef du gouvernement mauricien. Plus de détails avec Claudette Geoffroy-Gadivadou. Madagascar sollicite le soutien de Maurice pour son candidat au poste de président de la Commission de l'Union africaine.
Le président malgache a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour lui. Pendant une trentaine de minutes ce jeudi, la délégation, qui comprend aussi le candidat Richard Andriamandrato, a exposé sa vision pour l'Afrique au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Madagascar souhaite que nos deux pays portent la voix des États insulaires au sein de l'Union africaine. Madagascar et Maurice sont deux îles sœurs et nous appartenons à différents groupes régionaux, mais la plus importante, la Commission de l'océan Indien, fait que nous partageons vraiment les mêmes valeurs, mais surtout la même histoire. Et au niveau continental, nous souhaitons que Madagascar et Maurice portent la voix des États insulaires et apportent un nouveau souffle à notre continent. Au bâtiment du Trésor, le Premier ministre s'est aussi entretenu avec la docteure Hanan Morsi, candidate égyptienne à la vice-présidence de la commission de l'UA. Économiste de profession, la docteure Hanan Morsi souhaite apporter son expérience au sein de l'organisme. Mauritius has been a beacon of climate resilience, economic diversification, and financial innovation. So it's very befitting to be here to seek the support and endorsement of Mauritius for this very important role. We need a strong, high-performing African Union that protects the interests of member states. Lors du sommet de l'Union africaine qui se tient le 15 février à Addis Abeba en Éthiopie, la Commission de l'Union africaine va procéder au renouvellement de ses dirigeants, son président, son vice-président et ses 8 commissaires. C'est une question qui occupe l'actualité. Que connaît-on des drogues de synthèse qui inondent le marché local ? Peut-on à ce jour apporter une réponse médicale pour ceux qui en sont dépendants ? Depuis l'arrivée de ces drogues sur le marché local en 2013, une soixantaine de molécules ont pu être identifiées. Or, les analyses ont prouvé que les compositions changent régulièrement. Valérie Galli. C'est le dernier échantillon en date à passer sous la loupe de ce scanner. Dans 20 minutes, il devrait livrer ses conclusions. Ce composé-là est associé à la présence d'une molécule qui s'appelle la MDMB4EN Pinaka, qui est une drogue de synthèse. C'est-à-dire qu'il nous peut être une drogue qui est quand même très forte en intensité. Au quotidien, cette machine est sollicitée une quarantaine de fois. Des analyses basées sur les saisies effectuées par la police. Dans 9 cas sur 10, les résultats sont positifs à la présence d'une composante de drogue synthétique. Depuis l'arrivée de ces substances à Maurice en 2013, une soixantaine de molécules ont été découvertes. Aujourd'hui, les molécules qui sont présentes sur le marché sont beaucoup plus fortes que les molécules qui tiennent en 10 ans de cela. Par exemple, aujourd'hui, nous trouvons les nitazènes qui sont présents dans les saisies que la police réfère au laboratoire. Les nitazènes, c'est un produit qui sont à 250 fois plus fort que l'héroïne. Alors, nous causons quand même aujourd'hui un produit qui est très potent. Le terme potency of drug est critique par rapport à la consommation. L'exemple qui nous causait un napoule blanc. Un napoule blanc, il est capable un panadol qui est écrasé, il est capable de la cocaïne, il est capable de la xylazine, il est capable même de l'héroïne blanc. L'identité d'une substance aujourd'hui, elle est inconnue aux consommateurs. Cette incertitude, couplée à une fabrication artisanale, se pose comme une bombe à retardement pour le consommateur. Une molécule est capable extrêmement concentrée et il est capable amène à une forme d'overdose. Maintenant, quand on a un mélange de molécules, nous ne connaissons pas comment cette molécule-là peut réagir entre eux-mêmes et peut augmenter la capacité d'absorption dans le corps. Souvent, nous avons dit qu'il y a un mélange tout là-dedans. Effectivement, oui. Pour commander, faire une substance dissolve, ça servait un solvant, comme benzine, acétone. Déjà, si produit chimique à la base, là, ce chimique-là qui est bien dangereux, quand on peut ajouter un solvant, là, il devient beaucoup plus dangereux encore. Donc, l'effet qui nous a gagné avec ce mélange-là, c'est qu'il peut y avoir une perte d'oxygène qui vers le cerveau, pour une perte de contrôle de muscle, nous avons des gens capables d'être extrêmement agressifs aussi, nous avons des gens qui sont capables de température les coups et fluctuate, nous avons des gens qui sont capables de pass out. Ce qui vient compliquer la prise en charge médicale, thérapeutique d'un consommateur de drogue synthétique.
Autant les recherches sur le cannabis ont permis de définir un protocole de traitement, d'accompagnement, autant il est actuellement impossible d'apporter un soutien médical approprié à celui qui est accro aux chimiques. C'est beaucoup plus facile pour travailler avec un individu, disons, qui ne développe une addiction à cannabis, comparé avec un individu qui ne développe une addiction à la drogue synthétique. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est le traitement d'affaires qui est symptomatique. Peut-être un individu ne peut pas dormir bien, il peut irriter, peut-être qu'il y a un manque de vitamines. C'est ça qui peut adresser au niveau médical. Puis il n'y a aucun produit de substitution comme la méthadone, disons par exemple, pour les opiacés comme l'héroïne. Pour le moment, le traitement est symptomatique, mais avec une évolution régulière dans la composition de ces substances, un soutien médical dans la durée est loin d'être assuré. Paul Lou Sulidière est mort à l'âge de 78 ans des suites d'un AVC. L'annonce a été faite par sa fille ce jeudi. Auteur de plusieurs romans, star des années 80 à 2000, Paul Lou Sulidière a vendu 60 millions de livres dans le monde entier au cours de sa carrière. L'écrivain français et ancien homme d'affaires avait été hospitalisé il y a plusieurs jours après une chute. Il vivait à Maurice depuis plusieurs mois. Avant de clore ce journal, on vous rappelle que nous avons participé à la campagne nationale du CEB. Vous aviez 30 minutes pour faire la différence en direct de la salle de contrôle du CEB à Curpip d'Amodo Doucia. Est-ce que vous avez noté un changement pendant cette demi-heure? Et effectivement, nous sommes capables de trouver ce changement-là directement, le graphe-là. Vous trouvez une lance, le message, une consigne à 19h30, c'est environ ici. Et nous pouvons trouver que la demande est stabilisée depuis nous lance sa consigne-là. Et ça qui peut montrer que le public en général peut jouer le jeu, peut participer dans sa campagne-là. Et nous vraiment remercier le public pour tous ces efforts qu'ils ont fait là. Et nous invitons pour continuer à faire ces efforts-là, pas seulement aujourd'hui, mais tout au long de la semaine. Et surtout dans l'heure de pointe, c'est-à-dire entre 18h et 21h, continuez à prendre ces mesures qu'ils ont là, parce que ça n'est pas pour seulement être le CEB pour amortir sur la pointe, mais pour aider aussi le public pour capable d'économiser dans une bill courant. Donc, il y a un développement positif et nous donnons rendez-vous chaque jeudi et nous pouvons continuer à suivre sa demande en temps réel, comment elle évolue chaque jeudi. Voilà. Merci Damoda Doucia pour ces directs. Je vous rappelle que cette campagne durera un mois. Chaque jeudi, on sera en direct avec le CEB. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo et le journal des sports. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.